Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons parler de beaucoup de choses ce soir. D'abord, que je dise que le salut des amis. Adam Squaté, ça va bien? Très bien. Monsieur Marajo, vous allez bien? Ça va bien, bonsoir à tout le monde. Monsieur Duranty. Ça va, merci. Duranty. Oui. Ça va? Ça va, c'est bien. On commence par ton dernier né. Le dernier né, il s'appelle Nos Savannes, parce que ouais, on va dire que... Tu nous avais dit ce projet. Oui, ouais. C'est un projet de... En fait, le surnom, c'est quelque chose d'assez commun. Ouais. Et j'ai eu la naïveté de croire que Fond-Laillé était l'endroit où il y avait le plus de surnoms. Ouais. Et j'ai commencé à enquêter. Et aujourd'hui, pas moins de 622 surnoms que j'ai recueillis. Recensés. Et j'ai trouvé quelqu'un d'aussi fou que moi qui a, depuis une dizaine d'années, écoute les habits d'obsèques et recueille les surnoms le matin aux habits d'obsèques. C'est bien gentil, ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Ça veut dire que, en fait, ça m'a amené à m'interroger sur le surnom. Voilà. Parce que quand on dit le choix du surnom. Le choix du surnom. Quand on dit non savant, par exemple, c'est absolument pas un choix anodin, puisqu'on se rend compte que le magico-religieux intervient. Et puis, des choses aussi... on parle des caractéristiques du personnage, de l'individu. Il y a certains... Bon, justement, j'ai déterminé ce que c'est qu'un surnom, ce que c'est qu'un sobriquet, etc. Mais j'ai aussi fait une fiction, c'est-à-dire que, bon... le lecteur va découvrir un certain nombre de surnoms à Fond-Laillé. Donc ça va l'emmener dans une certaine époque. Et du coup, en fait, en parlant de surnoms, autour de nous, il y a des gens comme ça qui ont des surnoms. Et forcément, ça va réveiller, si tu veux, un côté patrimonial. Parce que bon, ça ne se fait pas seulement à Fond-Laillé. Un fond de connaissance qui voilà. est à tout le monde. Donc, ça vous interpelle, messieurs, ça? Oui, ça nous interpelle parce que ça participe de l'histoire. Ouais. Et c'est ça, là, moi ce qui m'intéresse, c'est le caractère patrimonial. Et on commence à découvrir à travers le surnom, parce que le nom, ça ne dit strictement rien aux gens. Par contre, à coller à un nom, un surnom qui dit l'histoire des gens, c'est passionnant. C'est comme une sorte de pièce. C'est l'histoire. C'est un CV, quoi. Voilà. Adam, c'est une pratique. C'est la même chose. D'ailleurs, l'appellation non savane, ça veut tout dire. Ça veut dire le nom qui n'est pas légitimé par l'état civil. Par l'état civil. La liberté. La liberté. C'est le nom de la liberté. C'est une pratique pour certaines oui, chacun de nous a disons, en traduction française, un surnom. Bon, on le dit parce que faute d'autres choses. C'est courant. Bon, Jeannet. C'est quoi ton surnom? Eh bien, parce que comme je suis un jumeau, on m'appelle le jumeau Funeke. Bon, si c'est une fille, Funemoussou. Bon, rarement jusqu'à l'âge adulte. Ton jumeau est encore vivant? Ma jumelle est encore vivante. Ah, c'est une jumelle? Ma sœur jumelle est encore vivante. Je pensais que tu nous ferais le coup, que tu es en Afrique de temps en temps, tu nous enverrais. À ta place. Là, c'est raté. Là, c'est complètement raté. Donc voilà. Mais une vraie jumelle, tu as la gémellité, tu l'as vécu? Oui, je l'ai vécu. Oui, on s'est séparés à l'âge de 20 ans, au moment où moi j'allais faire mes études. Mais après ça meurt, ça disparaît? Ce lien? Ce lien, non, je pense que ça reste quand on s'appelle quand même 3 fois par semaine, donc ça veut dire c'est fort. C'est fort. C'est un morceau de toi-même. Très bien. Voilà. Bon, alors, vendu où, comment, quel prix? Vendu par les éditions Zabouka. C'est une édition, je vais dire, en maison. Et donc, c'est tout simplement l'éditeur des éditions Zabouka qui le vend. On t'appelle, on te téléphone, on te contacte où? Il m'appelle sur mon portable que je peux donner, 95 70 94, et puis voilà. Et tu as le petit bouquin. Et voilà. Et puis tu vas le présenter. Et puis je vais le présenter à Fond-Laillé le dimanche de Pâques, dans ce que j'ai appelé un dire musical, puisque le livre sera présenté, mais il y aura aussi de la musique, il y aura du conte, etc. Enfin, tu te débrouilles pour le petit bouquin, donc ça va de nous pour pousser ça. On peut le pousser quand même. On va le pousser. Bon, Soleil Nadeau, seul élu municipal du Mot-des-Basses, compte bien demander à Alfred Baïjane, poliment, attention, gentiment, une certaine clarification. Sur quoi? Sur le soutien qui avait été apporté au premier tour,
par Alfred Marie-Jeanne aux élections de Sainte-Anne à Gilles Bellemot. Gilles Bellemot qui, comme on le sait, est l'attaché parlementaire du député Nilor qui se présentait à Sainte-Anne. Alors voilà, il exclut toute rupture, mais enfin il dit quand même que c'est pas compréhensible, ça lui laisse beaucoup de traces, beaucoup d'amertume, qu'il faut un débat franc, il faut clarifier, il faut rendre des comptes, l'alliance, l'appartenance à l'alliance n'est pas remise en cause, c'est vrai, mais enfin que tout ça c'est pas sérieux, il joue pas dans le ressentiment, il joue pas dans les principes, mais il va pas non plus s'embarquer dans un léchage médiatique contre Alfred Marie-Jeanne. Et ce qui m'a plu dans l'article qui m'a inspiré, qui était celui de Galion, de Franck-Antilles, c'est que Galion a dit, oui, mais alors, et l'Assemblée unique? Ça, c'est la chute pour dire il faut absolument qu'on y soit. Votre sentiment sur ce qui est anecdotique. On va peut-être abandonner cette histoire d'éclaircissement. On en a parlé comme ça, parce que Galion est venu en parler, mais sinon on n'en parlerait pas beaucoup. Et puis on éclaircirait avec une petite chandelle et très écologiquement. Quand même, n'empêche, je pense qu'il y aura quand même des explications à l'interne, sinon d'homme à homme. Je pense que le mot de masse est relativement. Je vois mal Alfred Marie-Jeanne en face de Nado qui vient lui dire pourquoi tu es venu à Sainte-Anne et que Marie-Jeanne va lui répondre de façon sèche, très sèche. Et donc c'est là où se joue. Je pense que ce qui se passe entre Malsa et Marie-Jeanne, ça concerne deux personnes. Ouais. Et que le courant patriotique n'est pas menacé par ça. Là, on a d'un côté Nilor, on a de l'autre, comment elle s'appelle, Nado. Ouais. Et puis on a une génération qui monte, c'est la jeune femme Norka qui monte. Bon, le Gros Morne, personne ne doit parier. Je ne sais pas s'il faut parier si les patriotes vont parier sur lui, sur son appartenance. Pendant combien de temps sur son appartenance. Je crois qu'il faut être très réservé sur ça. C'est lui qui le souhaite, en disant qu'il est pour l'instant Gros Morne et essentiellement Gros Morne. Et qu'il n'a pas d'ambition nationale au sens martiniquais du terme. Voilà. Mais donc je pense que c'est une crise intergénérationnelle. Donc les anciens, les aînés, bon, allez régler vos comptes. Hein. Bon, laissez-nous l'avenir de la pensée patriotique, quoi. Je pense que c'est un Mais il faut, voilà, pour on est plus sérieux, parce que j'ai présenté ça un peu à l'emporte-pièce. Pourquoi elle va être politiquement, c'est quand même étrange qu'Alfred Marie-Jeanne aille soutenir Bellemot sur... Est-ce qu'il ne faut pas voir déjà... Bon, c'est vrai que dans une des chroniques que tu ne connais pas, je disais qu'il y a un petit cochon canouille. Oui, il y a un petit cochon. Depuis très longtemps. Voilà, donc je crois aussi que ce sont peut-être je vais dire des relents de ces choses-là qui sont remontées, on va dire, pour que... Mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre quand même. Ouais. Et puis Malsa doit estimer que Marie-Jeanne devait estimer que le temps de Malsa est fini, mais pas le sien, celui de Marie-Jeanne. Qu'est-ce que tu en penses Moi, je pense que derrière tout ça, c'est le dernier flamboiement d'une génération, comme disait Adam. Tu n'as pas dit sursaut. Hein. J'ai dit flamboiement. Parce que comme vous le savez, le feu, ça s'éteint. Ça c'est très respectueux. Tu peux avoir des braises qui durent longtemps, qui brûlent. Oui, qui peuvent brûler au-delà de 2015. Attention. Et puis les cendres après les cendres chaudes. Ouais. Alors la justification, a été que Marianne Malsa, le frère de Garcin, qui est du MIM, aurait fait campagne pour remonter aux doses avec des pilotes et que ça aurait soulevé l'ire de Marie-Jeanne. Si c'est ça, la politique est à un niveau assez étrange quand même. Hein. Je pense qu'il faut autoriser un certain nombre de personnes à de temps en temps se relâcher, faire des choses qui ne sont pas très classes, pas très cohérentes. Mais globalement, comme ça ne dure pas très longtemps, on peut pardonner à tous ces gens. Très bien. Moi, je pense que c'est important, avant qu'on entre dans le gros dindon de M. Valls, etc., du problème des Verts. Je pense que c'était un progrès que les Verts soient au gouvernement, même s'ils faisaient plus de politique que d'écologie. Et j'ai trouvé un sondage intéressant. Je vous donne les éléments très rapidement, et puis on discutera de ça. Alors, plus de Français sur deux pensent que le départ des Verts du gouvernement était une bonne chose. C'est un sondage BVA. Les électeurs socialistes, la moitié d'entre eux, 50%, pensent que c'est une bonne chose.
47% d'avis contraire, malgré le gros cancan qui s'est passé. Il y avait quand même 50% qui disaient qu'il fallait qu'il reste là. Les militants d'Europe Écologie, etc., ELV, 14% que c'était une bonne chose, 85% pensent qu'il fallait qu'elle. Donc elle sait ce qu'elle fait, hein, l'ancienne ministre du Logement. Donc, dans tout ça, on sait que c'est Duflot qu'elle s'appelle, c'est Cécile Duflot. On dit qu'elle a des ambitions, qu'il faut qu'elle rompe de maintenant pour les présidentielles, etc., mais je pense que le discours sur lequel, basé sur l'opposition à Valls ou ses ambitions, je pense que tout ça, ou alors le manque de clarté, ça me semble tout ça très insuffisant. Éclairez ma lanterne sur le départ de ces Verts. Donnez-moi votre opinion, que je me fasse la mienne. Ben, je ne sais pas. Bon, moi, je crois que c'est pas une première en France, hein, à gauche, qu'on se rappelle du programme Comment de la gauche, comment les socialistes se sont sortis durant comment les communistes étaient sortis du gouvernement de François Mitterrand. Là, le scénario est un peu différent parce qu'il y a une cohabitation qui ne dit pas son nom, là, entre Valls et Hollande. Il y a un titre, oui, le co-président. Voilà, il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Dans la pratique. Et je pense que face, c'est un principe de précaution, cher aux écologistes, qu'ils appliquent à ce sujet. Le point de vent avant de voir point yo. Avant de voir point yo. D'abord, tu ne vas pas rentrer dans une maison qui est en train de brûler. Mouille ta propre maison d'abord, c'est le proverbe créole qui le dit. Hein. Et je pense que c'est le cas. Il ne faut pas confiance à Valls. Non, il n'aime pas Valls. Je pense qu'il y a pas une. Je pense qu'on s'en méfie. Et on s'en méfie. Et quand on regarde dans la technique quelque part de faire, on pourrait leur donner raison. Maintenant, attendons dans les 6 prochains mois ce qui va se dire, mais on ne peut pas incriminer les économistes. On va demander aux littéraires son avis. Est-ce que tu penses que les politiques, donc M. Valls, lorsqu'il s'engage aussi nettement, aussi clairement, de un grand ministre de l'écologie tel celui dont Mme Ségolène a finalement hérité, quand il s'engage à leur donner, est-ce que c'était un faux cadeau, un chose-trappe, un chat en sac? Il ne faut pas oublier que Cécile Duflot, depuis un certain nombre de temps, je veux dire qu'elle n'était pas très à l'aise parce que plusieurs fois elle a eu à l'occasion. Elle a fait des roms et tout ça. Donc à critiquer. Donc moi je crois que n'étant pas à l'aise dans un gouvernement où somme toute M. Hérault était très conciliant, avec Valls, où les choses semblent être beaucoup plus. Bon, je crois que. On va lui filer un grand ministère, on va remplir les pièces, on va mettre des choses dans les bureaux. Qu'est-ce que tu en penses, Eddy? À mon avis. Moi, je pense que le départ des Verts du gouvernement traduit une problématique interne aux Verts. C'est ça. C'est comme ils n'ont pas pu décider, ceux qui. D'ailleurs. Cohen-Bendit dit Cécile Duflot tient en otage les Verts. Donc, je pense que il n'y a pas de légitimité à être un parti écologiste. Alors c'est peut-être grave ce que je dis. Il y a légitimité à être un parti qui intègre l'écologie. Mais au bout d'un moment, je sais pas, c'est comme si on crée un parti pour le développement. Prenons un exemple martiniquais. Un parti pour régler le problème des 50 pas géométriques. Ou du transport. Voilà. Et puis quand le problème est réglé, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi je crois que, bien évidemment, on n'entend pas les Verts sur des questions qui sont autrement plus importantes et autrement plus graves que l'écologie. L'écologie étant une des bases de notre vie au quotidien, et on l'a intégré, les gens l'ont intégré comme un élément fondamental. Mais l'écologie ne frappe pas tous les jours à la porte. Et dans ce gouvernement, cette dame frappait tous les jours à la porte. Au bout d'un moment, les mecs ont dit, bon, ça va, quoi. Je veux dire, tu ne peux pas être à la fois au gouvernement pour gérer. En plus, on t'a donné le logement. Une des clés d'une réussite de la politique
gouvernementale, puisqu'il y a des centaines... Elle a sorti une loi, mais les décrets d'application ne sont pas encore été... Mais grosse, la loi Allure. On lui parle logement, elle dit que les gens qui luttent contre l'aéroport de Nantes ont raison. On lui parle logement, elle dit qu'il faut fermer une rapidement. Ça va quoi. Au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est les Verts qui n'ont pas voulu entrer au gouvernement ou c'est Valls qui a tout fait pour qu'il ne soit pas au gouvernement. Parce qu'en réalité, les Verts constituent un élément, tels qu'ils sont là, un élément d'instabilité politique et on ne peut pas prendre de l'instabilité politique dans un gouvernement. Non, on peut faire ça au Parlement, à la limite, tu votes contre, tu votes pour, mais on s'en fout. Mais au gouvernement, tous les jours, tu es obligé de rattraper les... Je pense qu'on a balayé. On fait rapidement l'inventaire des secrétaires d'État, si c'est important. On passe sur Fleur Pellerin, enfin les revenus. Elle est là. La jolie Fleur. On parle d'Harlem Désir. Pourquoi ça a provoqué l'émotion? Pourquoi il est si con? Il est nul, Harlem Désir, tout le monde le sait. Là, c'est pour un Mais oui. Parce qu'il faut être brillant pour être secrétaire d'État. Il faut être brillant européen et européen assidu. Mais il est député européen depuis des années. Il est 560e en termes de taux de présence. Donc, mais non. Monsieur Pateka a les pièces côté et monsieur pas connaître ses dossiers. Donc, non. Mais c'est fin sur le plan politique. Tu vois que le mec a mené le Parti Socialiste à la catastrophe. Ben, tu le sors sans le blesser, sans le vexer. C'est de la politique. Ouais, mais enfin, monsieur fort quand même. Hein. Oui, enfin, il est fort en rebondissement. En politique. Annick Girard, il y a une femme de Saint-Pierre, c'est Annick Girardin. Ouais. C'est la première fois qu'il y a un ministre de Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin secrétaire d'État. 15 000 habitants. Si ça devait être important. Pour 15 000 habitants, avoir un ministre pour 15 000 habitants, les Réunionnais là, ils doivent se rouler par terre. Ah ouais. Est-ce que les Martiniquais... 800 000 habitants. Ouais, ça préoccupe les Réunionnais, ils comprennent très mal. De suite, 3 ou 4 ministres J'ai entendu un certain nombre de... Comme on dit, de rumeurs qui disent pourquoi pas dire Martiniquais. Ah ouais. Mais là, il y a un Martiniquais. Non. Il est d'origine martiniquaise. Yes. Harlem Désir. Ah oui, mais il ne le revendique pas. Non, mais les Réunionnais disent. Ah oui, vous avez mis un Martiniquais, vous avez mis 2 Guadeloupéens, vous avez mis une Guyanaise. Et nous, c'est un Saint-Pierre-et-Miquelon, vous mettez en magaille, mais bon, c'est du n'importe quoi. Très bien. Il y avait une chose qui semblait être importante, puis je l'ai rayé, c'était le contrat de majorité que la centaine de députés socialistes avaient. Mais enfin, j'ai vu que finalement, c'était une façon de se donner l'illusion, parce qu'en fait, Valls a repris une grande partie, il a enveloppé tout ça. Et quelle crête il y avait réellement qu'une partie du Parti socialiste vote contre cette idée. Ils ont pondu quand même les conditions de contrat, comment ils appelaient ça, les conditions de contrat de majorité avec le gouvernement. Ouais, je pense qu'un certain nombre d'entre eux cherchaient à se mettre en valeur pour être ministre. C'est raté. Donc ils étaient en pointe, ils se réunissaient, ils grondaient. Alors, les députés votent la confiance au gouvernement Valls. Alors, le vote de confiance, si je me trompe, corrigez-moi, c'est quand un gouvernement a été nommé, le Parlement, puisque nous sommes dans un système parlementaire, une démocratie parlementaire, où le Parlement doit donner une quitus à ce nouveau gouvernement. Est-ce que c'était déjà arrivé dans l'histoire, tant qu'il y a un historien? Il est arrivé qu'un gouvernement n'ait pas la confiance votée? Non. Pas sur la 5e. Pas sur la 5e. Sur la 4e peut-être. Sur la 4e, très souvent. C'est arrivé très souvent. Alors, ce qui nous intéresse... sur la politique coloniale, vous étiez tous, vous s'entendez tous, quoi. Oui. À peu près. Ce qui nous intéresse, c'est que 17 députés ultramarins sur 27 ont voté pour, donc 4 Guadeloupéens, écoutez-moi bien maintenant, 2 Martiniquais sur 4, le Jimmy à 0 ont voté pour, 2 Guyanais ont voté sur 2, Chantal Berthollet et Gabriel Serville, 5 Réunionnais sur 7, je ne vous dis pas leur nom, c'est trop loin, 5 députés ultramarins, Bello, Marie-Jeanne, ont refusé. On dit non. Et se sont abstenus Jean-Philippe Nilor et le Réunionnais Thierry Robert. Alors ma question est la suivante. Comment se fait-il que Nilor se soit abstenu et que Marie-Jeanne ait refusé? Est-ce qu'il prend de là? Est-ce qu'il commence à former tout dans sa petite coquille? Est-ce qu'il commence à se relever? Est-ce qu'il commence à se donner statut? Il ne peut pas commencer tout de suite à tuer le père, mais enfin, est-ce que le Brutus se révélerait en lui? Moi, je lui ai posé la question. En interview. Oui. Il m'a dit, mais au-delà de l'élection de Saint-Luce, est-ce que l'enjeu n'est pas la prise de pouvoir au sein de MIM? Il ne m'a pas dit
ça n'a rien à voir. Il m'a dit ce n'est pas le moment. C'est pas l'opportunité. Mais il n'a pas rejeté cette mais c'est fatal. Cette perspective. C'est fatal. Et c'est pas après 2015. Hein. C'est pour 2015. C'est pour l'élection de 2015 que le changement à la tête du MIM va se poser. Alors pour Marie-Jeanne, c'est même pas. Il ne se pose pas la question. Je veux dire, Alfred Marie-Jeanne, pour lui, c'est lui qui a conduit. Il est à l'initiative de l'Assemblée unique, entre guillemets, comme ça s'appelait avant. Donc il est légitime que ce soit lui qui porte le drapeau du camp patriotique pour cette élection. Mais je pense qu'il se trompe et que ce n'est pas le camp patriotique, c'est beaucoup plus large que le camp patriotique, c'est l'alternative au PPM. Et l'alternative au PPM doit être portée par quelqu'un qui soit capable d'aller beaucoup plus loin et d'ouvrir beaucoup plus loin. Et cette personne, très clairement, c'est Nilor. Ça ne peut... Enfin, on fait une observation. En l'état. Aujourd'hui, compte tenu... Bon, Sainte-Luce, c'est clair que ce n'est pas forcément représentatif, mais compte tenu du poids en termes de voix de Nilor législative dans le Sud, et compte tenu de son image, il est légitime que ce soit lui qui puisse porter ces couleurs-là. Et puis, la complicité objective qui existe entre Nilor et Azero est un élément plutôt favorable. Surtout que, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, Nilor, interrogé par Pulvar sur ATV, dit très clairement « J'apporterai mon soutien à une liste conduite par Nilor et pas du tout à une liste conduite par quelqu'un d'autre. » Donc, c'est clair. Une petite question encore, parce que on va arrêter de prendre trop de gants avec les gens, hein, parce que c'est pour leur bien quand on les astique, quand un petit peu. Après, s'ils nous disent pas bonjour. C'est du conseil. Hein. S'ils nous disent pas bonjour, et puis s'ils boudent lorsqu'on les voit, ça fait rien, on s'en fout, on dort pas avec eux, on mange pas avec eux. À la dernière conférence de Nilor, la conférence de clôture, à la veille des élections, il a à un certain moment, m'a dit un journaliste d'Antilla, il a à un certain moment pris le micro en one-man show. Il était un peu intimiste, quoi. Les gens se sont rapprochés, il était très bien, il tenait son auditoire, et puis il leur a dit, écoutez, moi maintenant, je m'a reproché d'avoir dit que j'opte et que je prône le mandélisme. Oui. Le mandélisme. Bon, ok, je veux bien, tout le monde peut être contre Mandela. Mandélisation. Mandélisation. Ouais. Et puis ensuite, il a dit, mais je vais engager encore beaucoup plus loin et je prendrai, alors là, il a fait un concept sur Martin Luther King. Alors ça peut donner le Martin Luther King, etc. Moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? Est-ce que tout ça est vrai? Ça a été bon, ça a plu aux gens, c'est sincère, moi je veux bien, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes à faire, comme par exemple, on en a déjà parlé, toi et moi, dans le cadre avec d'autres équipes qui font le kiosque. Est-ce que ce n'est pas le moment de se dire sérieusement, qu'est-ce qu'on fait avec le mot d'ordre d'indépendance? Moi, dans une quartier, je suis indépendantiste, c'est clair et net. Hein. Mais si mon mot d'ordre sert plus d'épouvantail à chaque élection, parce qu'entre-temps, je gère la région, je gère les communes avec efficacité, je suis très sérieux, je suis économe, je suis un modèle, je suis sur le plan éthique, je me comporte très bien, etc. Et puis on me bombarde, cette bande de farceurs là me dit « Ah, mais il est indépendantiste, donc il casse un petit mauvais, il bat le propre. » Eh bien, je leur enlève cette arme, cet outil, je ne sais pas, parce que c'est logique. Alors comment faire? Bon, dans un an, ils n'auront pas le temps, mais il faut se poser cette problématique. Il faut faire cette révolution interne, on le dit à chaque émission. Alors ça avait commencé par parler de souveraineté. Souverainiste. Souverainiste. Souverainisme. Alors c'est vrai, est-ce que justement changer le mot indépendantiste, c'est pas... Est-ce qu'il faut pas justement... Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que ça fait peur aux gens réellement? Je pense que réellement ça fait peur. Peut-être que je me trompe et qu'il faut le garder. Non mais ça fait plus peur. Non mais la nuance. Attends, la nuance c'est pas que ça fait peur. La nuance c'est que les gens ne veulent pas de ça. Non, mais... Il est pas capable de l'installer. On peut avoir peur on peut ne pas vouloir de quelque chose dont on a peur. On est d'accord? Oui. Mais on peut très bien ne pas vouloir de quelque chose dont simplement on ne veut pas. Oui. C'est tout. Donc c'est ça la nuance. C'est-à-dire qu'avant, les gens avaient peur de l'indépendance parce que associé à l'indépendance. Non, il faisait de l'indépendance une situation de désespérance. Oui. OK? De ruine, de faillite, de l'achat. Donc aujourd'hui, l'indépendance pour eux n'est pas un tabou. C'est pour ça qu'ils peuvent en parler, etc. C'est pas un tabou.
L'indépendance pour eux, c'est quelque chose qui appartient au passé. C'est ça. Alors on ne voit pas en eux des éléments dangereux. Au revoir, monsieur. On voit en eux des gens dépassés. Voilà. Dépassés par l'histoire, dépassés par les... Ils ont des préoccupations, c'est pas... Et pourquoi? Parce que les gens... Ça se discute. Les gens qui pensent ça... Mais attends, et Adam, je te rassure, il doit y en avoir qui ont la pétoche. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est peut-être résiduel. Enfin. Les gens qui pensent ça, ils sont aujourd'hui beaucoup plus sereins avec eux-mêmes et avec leurs voisins sur la notion d'identité. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que les gens, avant c'était, si tu n'es pas pour l'indépendance, c'est que tu es un assisté. Un aliéné. Non, attends, premier mot, assisté. Deuxième mot, tu es aliéné. Ouais. Troisième mot, tu es blanc dans ta tête, noir sur ta peau. Voilà, c'est ça. C'était ça le discours. Un bon type, comme la friandise qui a de la loi de coco. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez sérieusement qu'un type qui dit « moi, l'indépendance, ça ne m'intéresse pas c'est un type qui est aliéné. Il va vous dire davantage sur son identité, sur ses voisins caribéens, sur la notion de combat nationaliste qu'un indépendantiste. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, quand je disais dans l'émission précédente que les partis indépendantistes se sont laissés dépasser par la population, c'est ça. Et que les types vont beaucoup plus loin dans l'acceptation du nationalisme. On peut, et c'est ça qui est intéressant, il y a un nouveau concept, on peut être nationaliste. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. On peut être nationaliste. Et ne pas être indépendant. Non. C'est pas de ne pas être indépendant. Ils oublient la comparaison. Écoute bien. On peut être nationaliste dans on peut être nationaliste dans une autre nation. Oui. Non mais attends, oui. le type, c'est terrible. Oui. Le type te dit, je suis dans une nation, mais je suis nationaliste dans ma nation. J'ai ma nation dans ma nation, dans ma tête, etc. Ouais. Ce que je veux te dire, c'est nouveau, quoi. En fait, à ainsi focaliser c'est pas nouveau. C'est toute la théorie de Camille Dercier. Attends, c'est l'histoire du nationalisme. Attends, Adams. C'est nouveau dans la population. Adams. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le fait d'avoir pris ce mot d'ordre, d'avoir cristallisé toute la pensée, toute la conceptualisation, tout le travail théorique sur l'indépendance, a fait qu'ils n'ont pas travaillé sur le reste, quoi. Ils ont laissé l'espace vide. Ok. Bon, alors, quelqu'un qui réfléchit et qui parle beaucoup, j'ai souri quand j'entendais ça. Trop de souffrance, pas assez d'espérance, telle est la situation de la France. Je me dis, mais il rappe, notre Premier ministre. Il fait du rap. J'ai trouvé ça plein d'humour. Je ne sais pas si c'était un truc au premier ou bien au second degré, mais quand j'ai vu Valls commencer son discours comme ça, j'ai dit, monsieur me plaît bien, quoi. Bon, en fait, alors, j'attends pour voir. Hein. Alors, il a obtenu donc la confiance, le Premier ministre, le vote de confiance par 306 voix contre 239, 26 abstentions, 11 membres de l'aile gauche du Parti socialiste, quand même. Et 6 membres des écologistes. Le total il faut le savoir que le total des voix, ça aurait été 325, bon, il se sort pas mal, et que la majorité à l'Assemblée, c'est 289. Donc il a eu la majorité absolue. Monsieur commence fort, n'est-ce pas? Largement. Alors qu'on lui prédisait peut-être un rejet. Ouais. Bon, la droite classique, elle a rejeté. Alors, grosso modo, il a annoncé, si vous voulez, on ira dans le détail, la réduction, la fameuse réduction des 50 milliards de dépenses publiques, l'allègement du coût du travail d'ici 2016. Il a annoncé la réduction de moitié du nombre de régions, donner un coup de pouce aux ménages modestes, augmenter les marges d'entreprise, la suppression des départements, etc. Mais il a surtout lancé un appel au business, quoi, en disant aux entrepreneurs, en disant, moi je vais baisser le coût du travail pour 30 milliards. Ça va porter sur le SMIC, zéro charge pour le SMIC que vous paierez. On me dit, ça vous fera des augmentations de salaire, on en a déjà parlé. Ouais. Pour 500 euros par semaine sur un SMIC à des gens, vous aurez donc fait une augmentation grâce à moi. Je vous subventionne de 500 euros pour augmenter vos salariés. Cette première mesure, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est intelligente? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est bien? Elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que autant on fête les 60 ans de la TVA. Autant l'invention de la TVA a été pour le financement du service public quelque chose de fabuleux.
on était en plein boom de la consommation, donc un impôt sur la consommation. C'était ce qu'il fallait. Il faut inventer soit des baisses d'impôts, soit des augmentations d'impôts ou des créations d'impôts au bon moment. Voilà. Et puis après, il faut peut-être ne pas oublier de les éliminer. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut relancer la consommation. Donc pour relancer la consommation, c'est pas très compliqué. Il faut donner aux gens plus d'argent. Et la modulation, là, un 8 points sur 3,5 fois le SMIC, jusqu'à ce point-là, jusqu'à 3 fois le SMIC, une diminution. Il faut aller jusqu'aux classes moyennes. Il faut aller jusqu'aux classes moyennes parce que, bien évidemment, on le sait très bien, donner plus d'argent aux gens qui ont de bas salaires, ça ne part pas automatiquement dans la consommation. Ça part souvent dans l'épargne. L'épargne de protection. La peur. Par contre, les classes moyennes ont déjà épargné, donc elles ont envie de consommer, partir en voyage, acheter des voitures, des maisons, etc. Donc il faut monter ça jusqu'au... Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura dans le collectif budgétaire de juillet, qui est un nouveau budget, quoi? C'est ça le collectif budgétaire. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura dedans? Peut-être, justement, il va traduire tout ça. Des entreprises, l'aide aux entreprises. On peut l'imaginer. Pour booster un tout petit peu la question de l'emploi. Il va surtout réduire les dépenses publiques, parce que la France, très concrètement, joue dans une cour qui n'est plus la sienne et vit au-dessus de ses moyens. On va arrêter. J'ai quand même entendu, j'ai oublié le nom de celui qui représente l'intervenant des patrons ici, qui disait que justement c'était une bonne, entre guillemets, le MEDEF local. Le MEDEF local, mais le fait qu'on n'a pas de grandes entreprises, a priori, si tu veux, cette mesure-là n'est pas, enfin en tout cas pour la Martinique, puisqu'il y a finalement bénéfique. C'est pas tout à fait vrai. Pas tout à fait vrai. La moitié des salariés martiniquais gagnent moins de 1 200 € net par mois. Donc l'impact sera là. Mais ce n'est pas un impact par entreprise, c'est un impact sur chaque salarié. Très concrètement, si on ponctionne. Quand je dis on ponctionne, c'est la sécurité sociale finance son système en prenant à la fois sur le salaire des salariés et sur le chiffre d'affaires des entreprises, une part. Sur les salariés, ça n'a jamais baissé. Ça a toujours baissé pour les entreprises. Moins de charges. Pour les salariés, à un moment, il faut baisser. Donc ça va passer de 22 à 17. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un patron, même un tout petit patron, qui est capable de donner 5% d'augmentation à son salarié? Pas même 1% qui arrive bailli. Et ça, c'est une mesure immédiate sur l'augmentation du revenu. Et ça fait longtemps que... C'est négligeable. Mais c'est une mesure qui est à l'origine, on le rappelait lors de la dernière émission, c'est une mesure qui est à l'origine proposée par la droite, par l'UMP, à Sarkozy. Et Sarkozy, au revoir. Ne me parlez pas de trucs socialistes. On va aller au galop sur la contribution sociale de solidarité des sociétés, parce qu'à l'occasion, les gens sauront la masse de choses que les entreprises ou les particuliers ont à payer. C'est bon à savoir. Mais sans s'apesantir, c'est une sorte d'impôt de production qui frappe 300 000 entreprises et qui ramène 6 milliards qui contribue maintenant 3 ans. On va aussi parler de la surtaxe. En plus de l'impôt sur les sociétés, il y a une surtaxe de l'impôt des sociétés qui sera supprimée à l'horizon 2020, qui tout de suite là, sera réduite et qui baissera à 28%. C'est pour ça que les patrons râlent comme ça. Et puis il va supprimer un tas de petites taxes à faible rendement. Qui coûtent plus cher que dans la gestion, je ne vais pas vous les énoncer. Et puis maintenant, ce qui est intéressant, c'est le pacte de solidarité avec les ménages modestes. On l'a dit, cotisation diminuée sur les bas salaires, 500 € par semaine, et ça va quand même coûter 5 milliards d'euros à l'horizon 2017. Hein. Ouais, c'est quand même de l'argent. C'est pas négligeable. Bon, voilà donc ces mesures. Est-ce que c'est côté aussi jambe de bois? Est-ce que ça c'est suffisant pour balancer la machine? Je pense aux économistes que vous êtes tous, naturellement, brillants économistes. Économistes avertis. Je ne sais pas. Tout ce qui va relancer la consommation est une bonne nouvelle. On répète à longueur d'émission que les mesures prises vont de toute façon arriver trop tard parce que la reprise va arriver bien plus vite. Alors l'INSEE, quand on lit au quotidien tout ce qui touche à l'économie bien évidemment,
c'est déjà le cas. L'INSEE dit, bon, c'est reparti. À la fois la production, la consommation, l'investissement, l'emploi va se stabiliser. Donc, la gesticulation gouvernementale n'a pas de prise sur le marché. Le marché, c'est trop gros. Il y a un chiffre qu'il faut donner qui est intéressant. Le gouvernement français gère 300 milliards d'euros. Il y a des gens qui disent « Oh mon Dieu, c'est considérable ». La sécurité sociale gère 1000 milliards d'euros. Donc, quand on met la sécurité sociale à côté du gouvernement, le gouvernement, c'est un nez. Chaque jour. Le secteur privé, la finance. La finance. Chaque jour. Donc, la sécu, c'est sur un an. Le gouvernement, c'est sur un an. 300 milliards, 1000 milliards. Chaque jour, le système financier français gère 4000 milliards d'euros. La production industrielle. Allons s'arrêter. Autre gesticulation. La production automobile. Tu nous as donné le chiffre de la production automobile. Est-ce que tu l'as encore en tête? C'était colossal. Non, mais je vais donner ici le chiffre d'affaires de la vente tout ce qui touche à l'automobile. Local, 4 milliards d'euros. Au revoir. Donc, autre gesticulation, l'Europe. Il y a des gens ici qui pensent que l'Europe, c'est un truc fantastique. Le budget européen est inférieur au budget de l'État belge. 170 milliards d'euros. Un tiers du budget français. Le budget de l'Union européenne. Il faut arrêter. Donc, en fait, les politiques gesticulent, mais n'ont pas les moyens financiers de bouger le monde. C'est ça qui est intéressant. C'est qui bouge le monde? C'est nous. Les entreprises, les particuliers, la multiplicité. Eux, ils créent les conditions pour qu'on puisse... Quand même. On va dire qu'ils fondent les règles. Par contre, quelqu'un qui aurait à la fois les règles et l'argent changerait le monde. Parlons on y va, le changement du monde. Du millefeuille territorial et de l'acte 3. J'aime bien ça, c'est très théâtral. L'acte 3 de la décentralisation. Macbeth. Alors, on se souvient que, grosso modo, acte 1, c'était de faire, etc. Acte de chevènement. Acte de chevènement, Raffarin. Chevènement préparant, Raffarin derrière. Etc. Et qui a amené ici la possibilité de toutes les lois, de fusion à laquelle nous sommes parvenus, à cette occasion. Et puis maintenant, acte 3. Alors, 4 changements majeurs. D'abord, c'est plus un choix maintenant comme l'acte 2 de la décentralisation. C'est une obligation de fusion des régions, parce qu'il a fixé un quota, il a fixé 12. De moitié, parce qu'il y en a 24 de moitié. Sinon, il faut une carte. Alors, elles fusionneront entre elles, ou sinon, il faut une carte des régions d'ici janvier 2016. Tout près. Ça va bouger, la France va bouger. Ça, il va occuper les gens. Il va occuper les gens, on lui foutra la paix pendant ce temps-là. Bon, selon le modèle des Länder allemands, pour la reprise économique, la reprise de l'emploi, enfin, vous connaissez... Alors les critiques disent que la taille des régions françaises elle est similaire à la moyenne des régions européennes et que ça n'a pas tellement de sens de faire ça. Bon, je pense que le modèle que la France veut copier justement, c'est le modèle allemand, où quand même la taille des Länder est beaucoup plus importante. Mais la moyenne l'Allemagne, c'est la moyenne européenne. La moyenne européenne, c'est qu'on est dans la moyenne des régions. Que les gens comprennent bien, c'est pas très compliqué. Je pense qu'ils vont comprendre très vite. Quand tu as 2 régions, tu as 2 papiers en tête. Tu as 2 papiers en tête, donc il faut fabriquer 2 papiers en tête, 2 cartes de visite. Là, on y a un seul région, on y a un seul papier en tête. Donc on va faire tu as 2 présidents, tu as 2 secrétaires, donc tu fais des économies. Mais quand tu fais des économies comme ça, finalement, tu fais des économies parce que tu as trop dépensé, tu as trop exagéré. Ouais, voilà. Alors, tu vis au-dessus de tes moyens. Tu as abusé. Avec un peu Gérard. Et ton conseil financier te dit, Gérard, quand même. Change de voiture. Arrête un peu. Prends du recul. Alors, les critiques répondent qu'il existe des coopérations interrégionales et que c'est peut-être pas la peine, etc. Ce qu'il faut, c'est en tous les cas, il le faudra quand même, même pour les 12, donner des compétences strictes et identifiées. Et vous voyez où je veux venir. C'est pas en redessinant la carte de France, mais en clarifiant les compétences de chacun. L'URL commence à avoir peur avec un truc comme ça. Parce que l'URL, il est obligé de fusionner départements et régions en Guadeloupe. Ah oui, lui, mais c'est pour ça qu'il est parti très tôt pour préparer ça. Il
Ils savaient déjà que ça viendrait. Alors, la clause de compétence générale. Alors, il s'agit, je l'expliquais, il s'agit de donner à chacune des collectivités le droit d'agir dans tous les domaines quand elle estime que c'est nécessaire aux besoins de sa collectivité. Ce qui fait que parfois il y a des doublons, il y a des enchevêtrements, il y a ce qui fait que si on veut faire un spectacle ou une association, on va à la région, on dépose la région, on dépose au conseil général, on arbitre pour prendre un petit peu là, un petit peu là. Donc c'est une foutaise, c'est pas sérieux. En Martinique, on a vraiment l'exemple de cette inefficacité de la clause de compétence générale. Alors il faut vous rappeler qu'elle avait été réintroduite en 2013, après avoir été supprimée par Sarkozy en 2010. Et là maintenant, après ça, Valls a décidé de supprimer ce machin-là. Vous avez quelque chose à dire sur ça? Ça me paraît tellement de bon sens que de supprimer cette compétitivité artificielle, cette compétition entre collectivités qui d'ailleurs n'existeront plus. Puisqu'on va venir tout doucement. On va venir tout doucement. En attendant, il la supprime tout de suite. Parce qu'à l'occasion du collectif budgétaire, il a fait voter ça. Tout à fait. Suppression. La Martinique servent déjà d'exemple. D'exemple. Ah oui. Définissez vos compétences. Alors, suppression des conseils départementaux, en fait, c'est le conseil général, ce que vous appelez le conseil. Nous, on appelle ça conseil général ici. Mais effectivement, les textes, j'ai lu, tous les textes parlent du conseil départemental. Suppression d'ici 2021. Je vous signale qu'en janvier, il y a un beau texte de Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation de la fonction publique, etc., qui disait que le département est quasiment la cheville ouvrière, la cheville de base de l'organisation administrative de la France. Valls, c'est fini, c'était ça, fait du modèle. C'est fini. Finito. Le président de la République avait dit qu'il ne toucherait pas au département. Qu'il ne toucherait pas au département lui aussi. Ouais. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Et le département, nous, il n'existe plus, pour nous, donc on est à l'aise. On l'a supprimé. S'il n'existe plus pour nous. Et nous sommes vivants, et on l'a supprimé. C'est que c'est faisable pour d'autres, y compris pour ceux qui l'ont inventé. Parce que nous, on ne l'a pas inventé. Nous, on a choisi de finir avec ça. Et Dieu seul sait si on y était attaché. Et oui, ça a marqué la culture politique. Le département, la départementalisation, c'est toute une. On y mettait un tas de choses, nous, beaucoup plus que. Mais avant déjà, le Conseil général. Dans la colonie. Déjà, dans la colonie. Tu te rends compte, le Conseil général délivrait des diplômes. Des diplômes de pharmaciens, des diplômes, les routes. Je veux dire, toute la cartographie au 19e, 20e siècle a été pratiquement établie par le Conseil général. Les routes que nous avons aujourd'hui ont été largement dessinées par le Conseil général. Donc c'est quand même quelque chose, une institution qui a marqué le pays. Le pays. Bon, maintenant on l'oublie. Bon, je pense que. Et puis l'épopée, on finit avec ça depuis. L'épopée Césaire Bissol, je pense pas qu'ils ont eu ça là-bas. Non. Et nous, bon, avec un coup de de Sarkozy, on l'a enlevé, puis on est resté là, bouche bée. Avec 30% de participation. C'est que vraiment. Les 70% des mecs qui étaient à la plage ce jour-là, c'est se dire merde. Pas de département encore. On n'est plus département. C'est mon gars voter là, nous. Et c'est les gens, c'est là qu'on peut leur dire mais attendez, vous abstenez, vous ne participez pas au débat public, ce type d'émission ne vous intéresse pas. Mais en 2015. Je te seul côté de déposer et dossiers autres là. Terminé on va chercher machin. Et en plus, et c'est ça que les gens doivent intégrer. Ils n'auront plus de représentants locaux dans les assemblées. Tu n'auras pas un conseiller général du Robert. Tu n'auras pas un maire de ta commune. Tu vas négocier avec une administration. Tu ne vas plus négocier avec des élus, tu vas négocier avec une administration. C'est le même type de révolution, et c'est ça qu'il faut que les gens intègrent. C'est le même type de révolution que quand on allait au guichet bancaire, et puis maintenant tu es devant une machine. On va au DAB. Et peut-être que bientôt, ou peut-être même ni en billet en la mer. Tu auras une carte et tu vas payer avec ta carte, tu vas téléphoner avec ta carte. Tu n'auras plus de carte non plus, tu auras ton téléphone. Voilà, exactement. Avec une puce. Est-ce que les gens sont conscients que c'est... Non, ils ne sont pas conscients de ça. Alors, ça va venir sur eux, ils vont entrer là-dedans tout de suite. Mais pour l'instant, ils sont au jour le jour. C'est vrai qu'en 1997, il n'y avait pas de portable. Ça va trop vite, En 1997, ça n'existait pas encore. Ok, il n'y a pas 20 ans. On continue. Carte intercommunale qui sera nouvelle en janvier 2018, l'intercommunalité. Explique les conséquences. Les conséquences qu'un certain nombre de villes
de maires. Les maires que nous venons d'élire n'auront plus ou quasiment plus de pouvoir. Et ces choix. Par exemple, un maire dit, et on les a interviewés, moi je les ai interviewés à longueur de journée en radio ou en télé. Le type dit, je viens avec mon programme pour ma ville. Il va faire un stade. Tout le monde est d'accord pour le stade. La seule chose qu'on a oublié de lui dire, c'est que le stade ne va pas être construit sur tout le territoire de sa ville. C'est pas lui qui prend la décision. Il y aura une carte intercommunale qui va définir l'intercommunalité, le schéma de développement. Voilà, les choix stratégiques d'implantation. Des équipements. Alors, une petite parenthèse rapide sur la transition énergétique. Moi, je crois que la France n'aura jamais assez d'argent pour faire ça, mais enfin, il l'annonce dans son programme. C'est colossal, la transition énergétique. C'est passé de l'utilisation des énergies fossiles à l'aérien, au soleil et tout. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne dit pas aux gens la vérité. Par exemple, il est par exemple impossible, avec ce qu'on a comme outil de production d'électricité, de changer, même sur les 20 ans qui viennent, le parc automobile français. Si le parc automobile français doit passer de l'hydrocarbure à l'électricité, il faut multiplier la puissance électrique française par 3. C'est-à-dire ouvrir des dizaines de centrales nucléaires. Donc il faut dire ça aux gens. Il faut dire aux gens, arrêtez de rêver. Ta stratégie bas carbone, c'est des mots. Alors je vous donne quand même la politique. Alors c'est la réduction du déficit commercial de la France, qu'on va importer moins de fuel, enfin moins d'énergie fossile, renforcer la souveraineté, ça fait bien. Augmenter le pouvoir d'achat parce qu'on va dépenser moins, on n'aura plus de sous. Créer de l'emploi au niveau de cette transition et de la création d'activités. Et puis d'ailleurs, nous sommes à Paris, le réceptacle, pas le réceptacle, nous sommes ceux qui vont recevoir la conférence sur le climat de 2015. C'est une conférence qui peut faire la transition énergétique, Moungaïmini, Kapalé, bon bref. La stratégie bas carbone continue, ça veut dire moins de 30% d'énergie fossile d'ici 2030. Non mais, moi je rigole. Moins de 30%. On rigole. Sur 100 litres, ils vont avoir moins de 30 litres de pétrole importé en 2030. On est en 2014, en 15 ans. Non. Ce qui est intéressant, c'est comment, au lieu de tenir un discours volontariste comme ça, tenons un discours volontariste dans les faits, c'est-à-dire, par exemple, parions sur l'innovation, la recherche, etc. La marine américaine vient de découvrir, avec son centre de recherche et développement, je ne sais pas si vous avez lu ça, vient de découvrir qu'elle allait doter ses navires de capacité de transformer l'eau de mer en kérosène. Et que donc, elle allait vendre ses brevets. Mais ça y est, c'est-à-dire que là, on passe au stade post-industriel. Vous vous rendez compte? S'il suffit d'avoir une unité de transformation qui va utiliser quand même beaucoup d'énergie, mais bon, pour transformer de l'eau de mer en kérosène, mais nous partis pour combien de siècles sans pour nous utiliser de l'eau de la mer? Alors, c'est fini, toi. Donc les écologistes peuvent... Si c'est ça, les écologistes peuvent dire au revoir à tout. Oui, et dans ce schéma, le programme de réduction de moitié du nucléaire d'ici 2025 s'est tenu, il y arrivera. Bon, on ne va pas continuer, sinon on allait d'être négatif. Il maintient la réforme des rythmes scolaires, mais il est intelligent en disant qu'on va assouplir le cadre réglementaire. Ça va soulever Mais il ne dit pas comment on va le financer. Parce qu'il y a beaucoup de municipalités. Oui, les activités périscolaires. Non, là c'est un discours de politique générale. Il naturellement appuie sur la politique de logement. Il annonce avant l'été 2 arrêtés. On lance la production. Ça pense que c'est tellement nécessaire et tellement évident. Ça c'est concret. Enfin, il tranche par rapport à Ayrault. D'ailleurs, il y a un article du Monde qui dit voilà comment Valls a effacé Ayrault en 46 minutes. Il tranche parce qu'il dit chaque fois qu'il c'était des sujets où on n'arrivait pas à prendre des décisions. Voilà, là il dit au lieu de vous balancer une philosophie, je vais vous donner des mesures très concrètes. Précis. Alors ce qui est là où il a raison, c'est que il y a un tel attentisme, un tel, on va dire, défaitisme, un tel scepticisme que ça va être plus facile de prendre des décisions difficiles plutôt que de balancer des trucs fumeux.
idéologique. Et lui, comme il a joué la séduction et qu'il est hyper populaire par rapport à tous les autres, il va le faire passer. Il va le faire passer. Alors, on passe rapidement sur la politique d'immigration. On attend ces deux projets de loi. Là, ils vont l'attendre au tournant. Je ne suis pas sûr parce que vous avez vu les résultats de Valls sur le nombre de naturalisations. Valls, c'est le ministre qui a le plus naturalisé d'étrangers en France depuis que ça existe. Ouais. Il a fait 12 000, par exemple, 2013, les chiffres viennent de tomber. Déjà en 2012, il avait explosé Sarkozy. Sarkozy avait failli s'étrangler en disant, mais attendez, le type a fait plus de 40% de naturalisation en plus en 2012. En 2013, il a encore augmenté son chiffre de 2012 de 12 000 naturalisations. Le type, il est né en Espagne. Oui, donc, il a naturalisé bon monde parce qu'il sait que ça apporte à la France de la richesse. C'est un investissement. La preuve. Ouais. La preuve, il est né en Espagne, il est premier. C'est l'Espagne qui l'a formé, c'est là qu'il a appris à lire et à écrire. Alors, en ce qui concerne la dépense publique, il y a une réduction prévue de 50 milliards sur 3 ans. Alors, qu'il aurait chiffré d'après les observateurs économistes que pour 39 milliards, puisqu'il impute à l'État 19 milliards. Et bien sûr, les opérateurs de l'État, 10 milliards de réduction sur l'assurance maladie, 10 milliards pour les collectivités territoriales. C'est là que ça va être dur. Ça va faire mal. Et puis 11 milliards, là, je cite son discours, qui résulterait d'économie, qui résulterait des fruits conjugués pour une plus grande justice et une mise en cohérence et une meilleure lisibilité de notre système de prestations sociales. Il va prendre encore 11 milliards sur les différents postes sans éclaircir. En tous les cas, il n'a pas donné d'éclairage particulier. Il va mettre de l'ordre dans un certain nombre de choses. Par exemple, là, il vient d'annoncer, ils vont contraindre les hôpitaux à annoncer des plans d'économie. Parce que, très objectivement, si nous, encore un exemple, si nous, on a réussi à dire aux hôpitaux locaux, arrêtez la gabegie, un hôpital au 1er janvier, un hôpital martiniquais, donc le CHU, au 1er janvier, avant de commencer à travailler, les mecs avaient déjà 100 millions d'euros de déficit. Je te remercie pour la transition, puisque le déficit des CHU se creuse. Un déficit de 162 millions d'euros l'an dernier, contre 116 millions en 2002, l'année d'avant. Tu as vu les chiffres, tu as vu que les chiffres que tu annonces ça c'est pour le plan national. Oui. Nous, en Martinique, on équivalait à ça. La Martinique, ils disent bien hors les Antilles. La Martinique représentait 13% de cette dette. De la dette totale, mais pas du déficit. Le déficit, on avait un déficit équivalent au déficit national. Alors ça résulte de la conférence des directeurs généraux des plus gros établissements. Ils se réunissent entre eux, c'est des messieurs nous qu'apprend à faire. Capacité d'autofinancement a été réduite de 7% donc ce qui représente 1,4 milliard d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est bien précisé que les Antilles ne sont pas là-dedans, parce que sinon ça exploserait. Alors ils disent des raisons, tas de raisons qui font qu'eux-mêmes au niveau des CHU, ils ont des difficultés, paiement des journées ATT, investissement comprimé pour les chantiers, mais malgré tout il y a des travaux à faire, les recettes ont augmenté moins vite, il y a moins d'argent qui entre. C'est-à-dire que même là, les gens font des économies, vous vous rendez compte. Et puis les dépenses courantes ont progressé, les médicaments sont plus chers, le personnel plus cher, les médecins viennent plus chers, les cotisations patronales de la fonction publique hospitalière ont augmenté, le numéro exclusif des internes fait que ça rend plus difficile, il faut payer, etc. En tous les cas, il faut trouver une solution. Alors, je vais vous dire la solution qu'a trouvé une commission, donnez-moi, continuons sur l'hôpital et l'explosion de... Moi je pense que la solution, c'est réfléchissons un peu. Pourquoi tout ça coûte cher? Parce que les gens, globalement, nous abusons. Des soins hospitaliers. Des soins en général. Pourquoi? Parce que nous considérons depuis maintenant 20 ans que être malade, c'est injuste. Ok? Mais nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir pourquoi nous sommes malades. Et en réalité, c'est nous qui nous rendons malades. Les premières causes de mortalité dans un pays moderne, c'est la consommation, c'est la bouffe. C'est ce que nous mangeons. Et le mode de vie. Et quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui meurent dans le monde parce qu'ils ne mangent pas, nous, on meurt parce qu'on mange trop. On mange mal. Trop et mal. La solution, elle est très simple. On ferait des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards d'économies en interdisant aux gens
de trop manger. Et pour interdire aux gens de trop manger, on ne va pas les priver de nourriture, on va simplement augmenter le prix de certains nombres de nourriture. Et les députés ont raison. D'ailleurs, les mecs qui se foutent toute la journée du Coca-Cola dans un truc, c'est le même principe que la cigarette. Tu sais que la cigarette, augmentation du prix, chute de la consommation. Tu sais que le médecin qui avait mis un régime au point, qui pour faire sa pub avait proposé qu'au bac, il y ait une épreuve optionnelle consistant à perdre des kilos. Il s'est fait virer. Non, mais moi, l'interdiction, pour moi, elle est financière, c'est tout. C'est une espèce de handicap à la consommation, c'est-à-dire en clair, tout ce qui est trop sucré. Attends, il dit, de même que ça me revient, je n'ai pas préparé ça, mais on va sortir les fiches. De même que les médecins qui ont fait le Toubib, les Toubib qui ont fait le bouquin sur les 4000 médicaments inutiles, ils viennent de se faire appliquer une sanction aussi. Je t'envoie ça. Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça? Ils n'avaient qu'à, enfin, il fallait une subtilité, ils n'avaient qu'à prendre 2 journalistes et puis leur donner le bouquin. Mais comme c'est des stars, parce que c'est Debré, vous comprenez, Bouga, il médecin. Oui, mais pour passer cet aspect-là, on regarde le fait que non. Revenons sur le fait que tu ne dois pas toucher c'est difficile. L'URL a eu des soucis quand il a voulu baisser le taux de sucre. Mais c'est pas compliqué. On l'a fait. On a pris combien d'années pour. La société moderne, capitaliste, occidentale, a pris combien d'années pour résister et inverser le cours de la propagande des fabricants de cigarettes. Okay. Aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est des meurtriers. Eh ben, les types qui font des produits sucrés, les types qui font des produits avec de la graisse et du sel sont des meurtriers. Ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est eux qui font en sorte que les gens, et les gens eux-mêmes, puisque les gens peuvent très bien... Malgré tout, dans les écrans, dans les films, les gens continuent à fumer. Alors, bon, on a fini, parce que je le fais savoir avec la petite musique qu'on entend au fond, mais je voulais quand même très rapidement, et ça me prendra 30 secondes, vous expliquer qu'il y a des propositions de conseil d'analyse économique qui dépendent de Matignon. Du Premier ministre, quoi. Avec des économistes, Brigitte Dormont, Pierre-Yves, École d'économie de Paris, École d'économie de Toulouse, Université Paris-Dauphine, qui ont fait la proposition simplement il constate d'abord que les dépenses de santé sont plus élevées en France que dans d'autres pays développés. On l'a dit. OK. Alors que les performances du système de santé ne sont pas exceptionnelles. Alors ils disent que, il faut réduire l'inégalité aux soins. Bon. Mais je ne sais pas où ils vont. Et que même si la part déboursée par les patients français n'est pas la plus élevée parmi ceux d'Europe, quand même c'est élevé puisqu'il y a quand même 1%, mais ce n'est qu'1% qui verse 5 000 € par an. Par ailleurs, donc, il suggère de rendre l'hôpital gratuit. Complètement gratuit. Oui. Parce que si on fait l'hôpital gratuit, l'hôpital va s'adapter à la gratuité. Comme l'hôpital n'est pas gratuit et qu'il fonctionne comme une entreprise, eh bien, tout est plus cher. Tout est plus cher, tout est plus sophistiqué, Ce qu'on demande aux gens, c'est pas de nous guérir brillamment, c'est de nous guérir. Donc, voilà, c'est tout. Et pour les soins de ville, ça coûterait quand même 2 milliards d'euros. Pour les soins de ville, remettre en cause l'universalité de la prise en charge et de quand même moduler au fonction des revenus, la prise en charge des soins de chacun et non pas l'universalité où tout le monde est couvert. Un pays comme Cuba qui n'est pas ultra riche arrive n'a pas fait à une efficacité hospitalière égale voire supérieure à la France sans ces moyens-là. C'est un système de riches. Un système de riches qui est bancal. Qui ne fonctionne pas. Je vous remercie pour ces éclairages. Merci, monsieur. Vous m'avez appris beaucoup de choses. Je vous remercie. Je te souhaite du succès pour ton petit bouquin. Redonne-nous le titre du livre, c'est Non savon, sous-nom, Tino. Non savon, sous-nom, Tino. Tino. Très bien. Monsieur Poité, bonne semaine. Bonne semaine à vous. Bonne semaine. À très bientôt. Bon week-end plutôt. Bon week-end d'abord. Rappelons quand même que l'émission est diffusée sur YouTube. Si vous voulez regarder cette émission, vous allez sur YouTube. Il y a déjà une collection d'émissions extrêmement... Enfin, d'abord, regardez-la quand même sur Zouk TV. Le vendredi soir à 20h30, le samedi à 18h30 et le lundi à midi et demi. Enfin, mettez-vous depuis midi, quoi. À l'heure du repas. À très bientôt. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur.